Les propos d'Elisabeth Borne, quand elle parle d'émancipation, chère Sophie Audugé, des élèves, et de l'objectif, dit-elle, de l'école, selon elle, d'en faire des citoyens éclairés. Il s'agit, là encore, dit-elle, de préparer les élèves aux défis de l'époque. Entendez par là aussi, dans ces défis-là, et cette époque, l'éducation sexuelle notamment. C'est l'un de vos sujets de bataille. Je précise à chaque fois que vous venez avec vos chiffres, que vous venez avec des faits, et évidemment des convictions, heureusement. Alors, comment dire, qu'avez-vous pensé déjà de cette rentrée et de cette tonalité déjà affirmée par la ministre de l'Éducation ? Alors, oui, déjà, je vous remercie de dire que c'est un sujet que je suis depuis très longtemps, depuis plus de 3 ans maintenant, et qu'on a travaillé ensemble avec le docteur Maurice Berger pour faire une analyse qui ne s'intéresse qu'à un sujet, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire l'intérêt de son développement. Quand on fait une politique éducative, il faut qu'il y ait un besoin pour l'enfant. S'il n'y a pas de besoin pour l'enfant, on n'en fait pas une politique éducative. Donc déjà, là, il y a un problème. Donc, hier, les élèves faisaient leur rentrée, mais aussi un nouveau programme, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est donc un programme officiel depuis cette année, et donc obligatoire. Derrière un programme dégoulinant de bienveillance, on peut trouver un propos et un protocole d'endoctrinement à dose homéopathique qui va être donc dispensé de 3 ans à 18 ans. Alors ce que je veux dire aussi, et je parle en mon nom et au nom du docteur Maurice Berger, c'est que nous sommes évidemment favorables à des actions de prévention des agressions sexuelles en primaire et à des actions de prévention et des informations préventives pour les adolescents, puisqu'ils sont donc des jeunes en capacité d'avoir une activité sexuelle. Mais là où nous ne sommes pas d'accord du tout, et c'est bien le problème avec ce programme, c'est que soient soumis à des enfants de 3 ans des messages idéologiques. Et ces messages idéologiques proviennent très clairement des standards d'éducation à la sexualité pour les pays d'Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous en donne 5 exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais qu'il est important d'avoir en tête. Premièrement, déconstruction de la famille hétérosexuelle comme norme ou modèle. Deuxièmement, remise en cause des identifications spontanées de l'enfant, c'est-à-dire du petit garçon à son père, de la petite fille à sa mère. Le sexe masculin, donc les garçons présentés comme des instruments de domination, l'enfant supposé sexuel dès sa naissance qu'il faut donc éduquer très tôt à une sexualité épanouie, et puis le droit de chaque enfant à déterminer s'il est fille ou s'il se sent fille ou garçon. Je vais être très claire également sur un autre point, c'est que chaque adulte, vous, moi, on peut être d'accord avec ces idéaux de société. Ça nous regarde, nous sommes des adultes responsables, à peu près instruits, capables de penser par nous-mêmes. Ce qui est en jeu ici, c'est l'impact de ces discours sur des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans jusqu'à 11 ans, puis sur des adolescents en phase pubertaire, c'est-à-dire avec un questionnement sur leur identité, voire vivant une angoisse de sexuation pubertaire. Ces messages ne sont pas neutres. Ils vont impacter le développement à la fois affectif et cognitif de l'enfant, et ils vont venir à l'encontre de ses besoins d'identification à ses parents qui sont déterminants pour sa structure psychique. Alors, il faut dire aussi que ce programme ne cherche absolument pas à ce que l'enfant pense par lui-même, mais à lui inculquer ce qu'il doit penser, comment il doit le penser et pourquoi il doit le penser. Alors, je vais être très claire, lors de sa conférence de presse, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a été très claire et elle n'a pas caché ses intentions, puisqu'elle a dit « La société que nous voulons bâtir se forge d'abord à l'école ». Et, je cite toujours, « L'école est une société à taille d'enfant ». Alors, ce programme est fait par des idéologues qui commettent une erreur première et manifeste, c'est-à-dire qu'ils font de l'adultomorphisme, c'est-à-dire qu'ils considèrent les enfants comme des adultes en miniature. D'un point de vue du développement de l'enfant, c'est une aberration. D'accord ? Et donc, ce programme est un programme où on va éduquer les enfants à la place des parents, notamment en leur parlant de sexualité. Il est important également de dire à ceux qui nous écoutent qu'il n'y a jamais eu d'études scientifiques sérieuses qui aient prouvé le moindre bénéfice ou intérêt d'un tel programme pour le développement et pour les enfants. Alors, ce qui va se passer pour les parents, c'est qu'ils ne peuvent pas en soustraire leur enfant de ce, entre guillemets, cours, qu'ils ne sauront pas quand est-ce qu'il se tiendra, contrairement aux mathématiques ou au français qui est inscrit dans l'emploi du temps. Ils ne sauront rien du contenu, parce que le programme est tellement vaste qu'il laisse une grande liberté d'interprétation et que tout est possible, le pire comme le meilleur, mais
le pire. Ils n'auront aucune garantie. Le pire est le pire. Ils n'auront aucune garantie sur la compétence des intervenants, dont les syndicats ont déjà commencé à hurler qu'il n'y avait pas les budgets, donc les gens ne sont pas formés, ni sur, ils n'auront rien à dire non plus sur les associations idéologiques qui y prendront part et qu'on connaît, que ce soit la Ligue de l'enseignement ou le planning familial. La nocivité de ce programme, elle sera fonction de ce qui sera réellement fait dans les cours par les enfants et dont les parents n'auront que des bribes. Alors, que peuvent faire les parents ? Déjà en parler à leur enfant, prévenir leur enfant que s'ils écoutent ou qu'ils entendent ou qu'ils voient des choses qui les choquent, ils ont le droit de se boucher les oreilles et de se cacher les yeux, que leurs parents leur ont donné ce droit. Dire à leur enfant qu'ils ne seront jamais grondés s'ils ne veulent pas remplir des questionnaires où on leur demande si c'est une fille ou garçon, expliquer ce qu'ils en pensent, qu'ils disent à leurs enfants qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Absolument. Qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, qu'on n'a pas à parler de sexe ou de sexualité collectivement à des enfants, que ce n'est pas le rôle des adultes dans une classe de le faire, c'est le rôle des parents, avec des principes qui sont très clairs et connus de tous les pédopsychiatres, c'est-à-dire on ne devance pas les questions des enfants, on attend que l'enfant pose des questions en fonction de là où il en est, de sa maturité et de sa curiosité, et on lui répond là où il en est de sa curiosité. Pas plus et sans la devancer. Alors évidemment, les parents peuvent prendre des précautions. La première, c'est d'être présents, de faire eux-mêmes les varses à leurs enfants adaptés à l'âge des enfants. Il y a des livres qui existent auxquels ils peuvent se référer. Ils doivent reprendre leur rôle de premier éducateur de leur enfant. Ils doivent participer aux réunions, évidemment de rentrée, faire part de leurs inquiétudes. Ils peuvent demander aussi qu'une charte de bonne pratique soit élaborée dans l'établissement. On en a rédigé une avec Maurice Berger, qui est une charte éthique de 40 principes à respecter pour ne pas nuire à l'enfant dans le cadre de l'EVARS. Et comme vous le soulignez, Sonia, malheureusement, il y a des enfants qui sortiront choqués, des enfants qui auront des contenus qui sont inadaptés. Et là, les parents vont être obligés de faire contrepoids. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de dire à leur enfant qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit à l'école, et donc ils vont contredire ce qui a été dit à l'école. C'est-à-dire qu'on va placer les enfants à cause de l'école et à cause de l'EVARS, en conflit de loyauté entre l'enseignant et les parents, c'est-à-dire des adultes auxquels l'enfant doit absolument faire confiance dans le cadre de à la fois son éducation à la maison et son instruction. C'est quand même un comble pour un programme qui visait à éduquer aux compétences relationnelles. Et avec tant de défis et de mots pour notre école. Vraiment, ça laisse... Ophélie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une pause. D'abord, vous allez nous le raconter, puisque vous faites votre rentrée d'un point de vue des professeurs, faire réagir les parents ou pas aux parents. Je crois qu'on a tous une opinion sur le sujet. Je vois qu'il y a déjà énormément de réactions. Ce qui fait le plus réagir, c'est la position intenable de l'enfant. Mais évidemment. C'est ça ce qui est le plus terrible. Bien sûr. À tout de suite. Nous allons continuer à parler d'école. Je vous le disais, Sophie, cela fait beaucoup réagir ce que vous avez dit sur l'éducation à la sexualité. Vous avez bien précisé, quand nous parlons là d'enfants de 3, 4, même pas 3, 4 ans, 5 ans, j'allais dire, et qu'au-delà, évidemment, pour les autres tranches d'âge, il n'y a pas de débat en réalité. Mais là, les propos que vous avez cités d'Elisabeth Borne, effectivement, qui ont été prononcés il y a quelque temps lors d'une conférence de presse, font beaucoup réagir. Somaya, peut-être avant votre réaction, Ophélie, est-ce que, Sophie Audugé, vous pourriez nous donner des exemples de ce que vous qualifiez de dérive dans cette éducation sexuelle ? Alors, il y en a plusieurs. Bon, déjà, quand la ministre dit qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité, chacun pourra lire par 6 du programme. L'éducation à la sexualité est mise en œuvre, donc est déployée à partir des autres enseignements, aussi bien dans le premier degré, c'est-à-dire jusqu'au primaire, que dans le second. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, par exemple, avant 4 ans, donc là, il faut aller un peu plus loin que les 5-6 premières pages, comme toujours dans ce genre de technocratie. C'est-à-dire, vous commencez à la page à peu près 11, vous avez là ce qui est proposé aux enfants. Alors, c'est avant 4 ans. Alors, pour tout le monde, ça sera 3. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Avant 4. Bon, nommer, par exemple, à partir d'albums ou de jouets, les différentes parties du corps, les nommer en partant des dénominations spontanées pour aller vers un vocabulaire scientifique. Alors, on est à 3 ans, c'est-à-dire qu'on va dire à des enfants que, alors, ce qu'ils appellent là vocabulaire scientifique, c'est le vocabulaire des adultes. C'est-à-dire dire à un enfant que son zizi ou sa zézette, c'est une vulve, un vagin, un pénis. Alors, l'enfant n'a pas du tout besoin pour se construire, Alors, généralement, ce qu'on nous a opposé comme argument, c'est de dire « bah oui, mais on lui dit bien un coude est un coude ». Alors, je suis désolée d'expliquer aux gens qui ont ce genre d'argument qu'a priori, la plupart des enfants n'utilisent pas des petits mots différents pour appeler un coude quand ils sont enfants, parce que ce qui différencie quand même les organes du sexe et sexuels
du coude, c'est qu'avant la puberté, ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Dans un premier cas, ça sert à uriner. Dans l'autre cas, ça sert à avoir une activité sexuelle. D'accord ? Donc, évidemment, projeter sur l'enfant des termes qui sont des termes qui correspondent à des organes sexuels fonctionnels d'adultes, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre, surtout à 3 ans où il n'en a absolument pas besoin pour se construire. La seule chose qu'il doit savoir là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, programme de prévention, tes parties intimes, ton zizi, ta zézette, personne n'a le droit de le toucher. Évidemment. Et toi non plus d'ailleurs. Ouais, et toi non plus de toucher celui des autres, etc. Et il n'y a pas de consentement parce que le consentement sous-entendrait qu'il y a une option de oui. Donc à un enfant, il n'y a pas de consentement, c'est des interdits et ce sont des limites. Alors à 4 ans, découvrir ce qu'est une grossesse et la naissance en partant des représentations des élèves. Alors c'est pareil, à 4 ans, la plupart des enfants, ils n'ont pas du tout envie de savoir comment ça se passe, ni de voir des films, ni qu'on leur raconte tout ça. Je veux dire, ils n'ont pas du tout besoin de ça. C'est la cigogne ni encore, envie de ça. Voilà, exactement. Et là où vous avez absolument raison, Ophélie, c'est que si on leur dit autre chose que ce qu'ils ont construit psychiquement, leur propre théorie, qui fait partie de leur processus de développement, vous allez faire effraction de leur psychisme. C'est-à-dire que vous allez faire entrer quelque chose qui va casser l'idée qu'ils se sont faites sur ces questions-là. Et pourquoi ils se les sont faites ? Parce qu'ils ne sont pas capables de les éprouver puisqu'ils ne sont pas fonctionnels. Découvrir, toujours à 4 ans, découvrir les différentes structures familiales et les respecter. Alors là, si vous voulez, à 4 ans, vous parlez de respect des différentes structures familiales. Je vais vous dire que on voit bien où ça veut aller, si vous voulez, bien entendu. Non, je ne vois pas Donc, du tout. lire des albums sur le thème. Rendez-vous compte à 4 ans. Qu'est-ce qu'une famille ? Observer différents types de familles et parler de sa famille avec d'autres élèves. Alors, je vais être honnête avec vous, ça, Maurice Berger était très en colère. Parce qu'il me dit, est-ce que ces gens savent ce que sont des enfants ? Est-ce qu'ils sont conscients qu'en disant ça à des enfants de 4 ans, de 5 ans, ils peuvent contraindre des enfants qui sont adoptés, sont placés à l'ASE, vivent des drames familiaux, à dévoiler leur intimité devant tout le monde, ou en tous les cas être mis en difficulté. C'est pas du tout ce qu'il faut faire pour des enfants. Et c'est le rôle de la médecine scolaire de repérer, de prendre en charge, et c'est individuellement, et c'est pas collectivement. Alors à partir de 5 ans, ça, c'est vertigineux. à partir d'albums de littérature jeunesse, identifier des ressemblances et des différences entre les personnages, les décrire sous la forme d'un texte. Alors ça nous a fait beaucoup rire, parce qu'ils ont 5 ans, ils savent pas écrire. Bon, c'est pas grave. Même parfois plus. Oui. Non, mais là, c'est à 5 ans, c'est formellement une activité proposée par des gens qui ont écrit ce programme. Proposer et pratiquer des actions qui favorisent l'égalité, on est toujours à 5 ans, entre les filles et les garçons. Par exemple, à propos de la répartition des espaces de cours disponibles et des jeux collectifs qui y sont menés les à 5 ans. espaces de cours. Voilà. Non, mais ça va très loin quand Les même. cours genrés. Oui. Il faut dégenrer les cours. Attendez, voilà. on a déjà la devise du Panthéon. Voilà. Chacun dans son temps. Et ça continue comme ça, si vous voulez, à 7 heures. C'est toujours crescendo. Moi, je m'entends maintenant. Merci, Sophie, vraiment. C'est facile à vérifier. Ce constat. C'est facile à vérifier et c'est étayé, c'est argumenté. Je cite. Alors, le professeur est... Moi, je n'ai pas de primaire, donc c'est vrai que je n'ai pas... Voilà, ça me semble, à l'entente, en tout cas, ça me semble un peu étonnant ce qu'on leur propose. Mais c'est surtout... Moi, je réfléchis plutôt en termes d'un peu plus grand, c'est-à-dire les collégiens, les lycéens. Je pense qu'en fait, l'État, est sur une arrière-garde de pensée qui n'est même pas qui ne contribuent même pas à nous ce qu'on voudrait qu'on leur parle, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en effet, il y a des choses peut-être à faire en manière d'éducation, mais c'est sans doute pas si jeune et sur des sujets comme ça. Le vrai problème, c'est on nous fait croire quoi ? Que les enfants, il faut les formater, d'accord. Et qu'au collège, on va devoir les formater sur autre chose, d'accord. Mais personne ne parle du vrai fléau qui est la pornographie. Enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment un moment où si l'école doit commencer à s'immiscer dans la sexualité, ce qui n'est pas forcément un dû, mais bon, si jamais elle doit le faire, qu'elle le fasse bien. Et moi, à mon sens, on nie complètement, que le fait que les enfants voient des images, et c'est souvent pas des images de la pornographie des années 70-80, on est sur des choses qui sont quand même très, très violentes. Et puis, surtout, un enfant sur 5 va connaître des problèmes d'attouchement. Nous, on en voit plein dans les classes. Donc, vous voyez bien qu'à mon sens, on veut nous faire croire quoi ? Que l'enfant, on l'empêche de devenir adulte parce qu'en fait, les parents veulent le préserver d'une sexualité. Mais en vrai, l'enfant, il se construit, et il se construit parfois étonnamment, et c'est à l'école
parfois de se dire, attendez, il y a des vrais problèmes de société, c'est pas un enfant de 3 ans qu'il faut commencer sans doute à lui apprendre des choses. Enfin, je pense que ça, c'est de l'ordre du familial, mais je pense que si l'école doit se préoccuper d'un problème, elle doit se préoccuper le problème de la pornographie, et elle doit aussi se préoccuper du problème, tout simplement, d'avoir des vraies violences. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui vient vous voir parce qu'il a été victime de violences sexuelles? À mon sens, c'est ça le travail de l'école. Non mais là, d'abord, excusez-moi, évidemment que l'école doit détester quand un enfant vient la voir, mais c'est pas le travail de l'école de s'occuper de cela, c'est le travail de la plus dans les salles de la détection certainement, mais c'est pas l'école de le résoudre. Non mais moi, ce qui me frappe depuis le début, ce qui me frappe depuis le début, c'est même d'abord, merci Sophie, votre chronique était vraiment formidable et vraiment très intéressante. Oui. Mais ce qui me frappe, c'est même le nom. Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc, on n'est pas capable de leur apprendre à lire, à écrire. Je ne vous parle pas de l'histoire. Ne soyons pas fascistes. En revanche, on va leur apprendre à aimer. Ça, c'est extraordinaire. Et deuxièmement, moi, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle où, en gros, on nous expliquait comment marchait la reproduction. C'est ça, c'est en quatrième. Donc, c'était pas... Bon, voilà, il y avait... Effectivement, on nous disait ce qu'était une érection, mais c'était pas... Voilà, on disait comment marchait l'appareil reproductif. Quatrième, troisième. Mais si je vous dis ça, ce que je veux vous dire, c'est que... Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il me semble qu'il doit aussi y avoir, dans la découverte de la sexualité par les adolescents, évidemment pas par les enfants de 3 ans, compris. Une liberté. Il doit y avoir quelque chose qu'ils trouvent en dehors des chemins de l'école. Excusez-moi, mais ça, c'est le moment précisément de la transition. Et c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on dérobe un peu au monde adulte. Moi, je trouve ça d'une très grande violence, même par rapport à l'intimité familiale et des parents que nous sommes. Ah, mais je suis partie du... Franchement, moi, je trouve que c'est une intrusion comme j'approuve absolument... Comme j'approuve absolument, je ne l'ai pas répété, mais oui. Je ne sais pas si... Alors, il y a une charte, vous nous dites, chère Sophie, avec Maurice. Encore faut-il... Alors, les chartes, on les connaît, il faut qu'elles soient respectées. Hein. Non, mais nous, on a produit une charte qui a été signée par presque 229 exactement pédopsychiatres et psychologues de l'enfance, dont certains très reconnus, qui est hébergée aujourd'hui par le site de SOS Éducation, donc elle est à disposition de tous ceux qui le veulent, que ce soit les parents ou les chefs d'établissement ou les établissements, et qui, en l'appliquant, ne nuiront pas aux enfants. Il faut bien distinguer, c'est ce que nous on a fait depuis le début dans nos travaux, l'avant 12 ans, de post-12 ans. Vous parlez d'enfants de plus de 12 ans, c'est-à-dire des enfants qui sont fonctionnels sexuellement. Dans nos travaux, on a fait un travail important de recommandations et de préconisations, notamment sur la prise en charge et la contribution de l'école à la lutte contre les abus sexuels chez les tout-petits. Et on a fait de nombreuses recommandations. Mais l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dès 3 ans ne contribue pas à ça. Merci pour l'alerte. Et c'est très clair, je pense que... on va être encore plus clair. En réalité, c'est le wokisme qui s'introduit à l'école. Et c'est une entreprise de rééducation. L'école est quand même là pour transmettre les connaissances. Si on inculque une idéologie, on passe dans un régime totalitaire. Pardonnez-moi, faut le dire. Donc c'est ce qui est en train de se passer. On veut laver le cerveau des enfants dès le plus jeune âge. Alors,